Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. On est vraiment très content d'accueillir ce soir André Briand. Il est professeur adjoint au département de santé internationale de l'université de Tampere. Est-ce qu'on dit Tampere? Je l'ai bien dit, en Finlande. Et il a joué un rôle vraiment important dans le développement des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Il va vous expliquer de quoi il s'agit. Ces aliments ont vraiment révolutionné la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants. Il a travaillé à l'OMS de 2004 à 2009 au département santé de l'enfant et de l'adolescent. Et il est avec nous aujourd'hui parce qu'il vient de recevoir le prestigieux prix Canada Gairdner en santé mondiale John Dirks. Et il va ce soir donc nous parler de ses découvertes et aussi de l'état de la malnutrition infantile dans le monde. Il va surtout aussi nous dire quelles seraient les solutions pour y remédier. Je vais juste faire un petit point sur qu'est-ce que c'est ce fameux prix Gairdner, parce que c'est quand même quelque chose de très important et on est très honorés de l'avoir avec nous ce soir, M. Briand. Les prix Gairdner sont remis depuis 1957 par la Fondation Gairdner. Donc, depuis 1957, c'est 418 prix qui ont été décernés pour honorer des chercheurs de haut calibre international en sciences biomédicales et en santé mondiale. Et sur ces 418 prix, 98 lauréats ont ensuite obtenu le prix Nobel. Alors, je ne sais pas si vous serez le 99e ou le 100e. Mais ça vous donne un peu une idée de l'importance des recherches du Dr Briand. Avant de lui laisser la parole, je vais remercier évidemment la Fondation Gairdner qui nous a aidés à organiser cette conférence. Merci également au Consulat général de France à Québec qui nous soutient très régulièrement dans notre programmation et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec qui est aussi un allié très important pour le Cœur des Sciences. Je vous souhaite une belle conférence et je laisse la parole à André Briand. Merci Stéphane. Tout d'abord, je dois dire que je suis très honoré de recevoir cette récompense. Je suis très heureux également d'être ici à Montréal pour la première fois. J'ai déjà visité le Canada, mais c'est la première fois que je viens dans la province du Québec. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis très heureux également de profiter de cette occasion pour rencontrer des collègues que je connais depuis des années, des bons amis que je retrouve, et également faire connaissance avec des nouvelles têtes. C'est quelque chose que j'apprécie énormément lors de ces conférences. Voilà, alors on va commencer. Je vais tout d'abord vous expliquer que mon exposé sera divisé en deux parties. La première partie, je vous expliquerai les progrès qui ont été réalisés ces 20 dernières années en matière de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de la prévention de la malnutrition, parce qu'on est tous d'accord qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être je devrais vous donner quelques notions de statistiques. Tous les ans, au mois d'octobre, la FAO, depuis 1977, présente un rapport sur l'état de l'alimentation dans le monde. Et ces rapports sont basés sur des statistiques de consommation alimentaire au niveau des ménages. Ces rapports, généralement, donnent très peu d'informations sur l'alimentation des enfants et la méthodologie a évolué au fil des années. Initialement, c'était basé uniquement sur des statistiques de production agricole, des statistiques agricoles. Et puis au fil des années, comme nous l'a expliqué Anna, pour ceux qui étaient là lors du symposium, au fil des années, ça s'est affiné et maintenant c'est basé essentiellement sur des études de consommation des ménages. Ces rapports estiment qu'il y a entre 638 et 720 millions de personnes qui ont souffert de la faim en 2024. Alors pour les enfants, il faut se baser sur des rapports différents parce que le rapport précédent ne donne pratiquement pas d'informations sur l'alimentation des enfants, sur la nutrition des enfants. Pour les enfants, il faut se baser sur les rapports de l'UNICEF. L'UNICEF étant l'organisme des Nations Unies qui est spécialisé sur les soins aux enfants. Donc depuis les années 80, l'UNICEF publie tous les ans un rapport sur l'état de la santé des enfants dans le monde. Et depuis une vingtaine d'années, il publie régulièrement des statistiques sur la nutrition de l'enfant, sur la malnutrition. Mais ces statistiques, en fait, sont basées sur des mesures des enfants.
Et en fait, ils examinent différents paramètres. Ils examinent ce qu'on appelle les retards de croissance, c'est-à-dire en anglais le stunting, qui correspond à des enfants qui ont une taille inférieure à ce qui est attendu pour leur âge. Et ils ont également des statistiques sur le pourcentage de maigreur, donc ce qu'on appelle le wasting en anglais, qui correspond à une estimation du rapport de poids attendu en fonction de la taille. Alors, vous avez ici une reproduction de la couverture du dernier rapport sur lequel vous pouvez voir qu'il y a 150 millions d'enfants qui ont des retards de croissance et 42 qui souffrent de maigreur. Vous ne pouvez pas additionner ces deux chiffres parce que souvent il y a les enfants qui ont à la fois les deux conditions. Voilà. Et d'autre part, il faut savoir que ces estimations sont basées sur des considérations statistiques qui sont contestables. On classe un enfant comme malnutri s'il passe sous un seuil, mais en fait, il peut être malnutri même s'il reste au-dessus de ce seuil. Par ailleurs, dans ce rapport, vous n'avez pratiquement pas d'informations sur l'alimentation des enfants eux-mêmes. Vous avez juste des informations sur le poids et la taille. Voilà. On peut dire que le nombre d'enfants malnutris sont sous-estimés d'abord parce que les indicateurs sont imparfaits. D'autre part, vous avez certains types de croissance, un certain type de carence alimentaire qui ne s'accompagnent pas de retard de croissance, qui ne s'accompagnent pas, qui n'ont pas d'implication sur le plan anthropométrique. Alors, pour savoir exactement quelle est la situation de l'alimentation des enfants dans le monde, il y a que depuis 2024, en 2024, pour la première fois, l'UNICEF a publié un rapport et qui est basé sur la fréquence de consommation de différents groupes d'aliments. Et l'UNICEF considère qu'un enfant a des sérieux problèmes de disponibilité alimentaire s'il mange moins de 2 groupes d'aliments tous les jours, sur un total de 8 groupes d'aliments. Alors, cette façon d'apprécier la sous-alimentation, la sous-nutrition des enfants est également assez grossière, parce qu'il est sûr qu'un enfant qui mange 2 groupes d'aliments ou moins, il est sûr que ses apports nutritionnels ne sont pas adéquats. Mais par contre, il peut manger davantage de groupes d'aliments, mais ne pas en manger en quantité suffisante. Donc les chiffres que vous avez là sont des quantités absolument minimum, c'est des estimations planchées. Voilà. Alors, une fois qu'on a passé cette étape de définition, je vais vous parler des progrès qui ont été faits en matière de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, donc ce qui m'a valu d'être récompensé cette année par le prix de la Fondation Gardner. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire honnêtement que je n'étais pas le seul à travailler sur le sujet, qu'il y a de nombreuses personnes qui ont été associées à cette démarche, à la mise en place de cette nouvelle approche. Notamment, je veux citer le nom de Michel Lescane, qui est un industriel qui a mis au point avec moi les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dont on va partir. Il y a également un chercheur sénégalais, toute l'équipe de nutrition de l'université de Dakar, qui a testé pour la première fois ces produits, et puis 2 autres chercheurs, un chercheur britannique, Steve Collins, qui a travaillé en Éthiopie, et puis un autre chercheur américain de l'Université de Saint-Louis au Missouri qui a joué un rôle clé. Ce sont là des personnes très très importantes, donc qui doivent également recevoir une partie de l'honneur qui est associé à ce prix. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et je dois le reconnaître. Alors, définition de la malnutrition aiguë sévère. Donc, l'OMS a produit une définition en 2009 qui est très précise, donc est considéré comme ayant une malnutrition sévère tout enfant entre 6 et 59 mois qui a un périmètre brachial inférieur à 115 mm. Un deuxième indicateur, c'est un indicateur poids-taille, donc là il y a une petite calcul statistique à faire qui est inférieur à un score de moins 3. Et le troisième critère, c'est la présence d'œdème. Il suffit de la présence d'un de ces critères pour que l'enfant soit classé comme ayant une malnutrition aiguë sévère. Alors, ces enfants ont un haut risque de décès, et on le voit sur ce graphique qui montre le risque de décès qui est associé à différents périmètres brachiales. MUAC, ce que vous voyez dans l'axe des X, correspond au sigle anglais Mid-Upper Circumference, qui correspond à un périmètre brachial. Et vous pouvez voir que quand le périmètre brachial décroît, le risque de décès augmente de façon spectaculaire.
Ce graphique est basé sur des études anciennes. C'est des études qu'on ne peut plus faire actuellement parce que le principe consistait à mesurer des enfants et à repasser 6 mois après et à voir ceux qui étaient toujours en vie. Chose que vous ne pouvez plus faire à l'heure actuelle, que maintenant qu'il y a des traitements, comme nous allons voir, qui sont efficaces et qui permettent de les traiter à domicile. Alors, comment se présentent ces enfants? Donc, vous avez ici un enfant dont on mesure le périmètre brachial. Je vous expliquerai comment ça se passe. Donc, on a des bracelets spéciaux avec une couleur qui s'affiche, une couleur qui est différente selon le degré de malnutrition. Alors généralement, ce sont des enfants qui vivent dans un contexte d'extrême pauvreté, qui ont un régime monotone très peu varié. Et il est rare qu'on ait à faire face à une situation où il y a un manque total de nourriture, ce qui veut dire que la plupart des cas d'enfants ayant une malnutrition aiguë sévère vivent en dehors des zones de famine. Ces enfants, paradoxalement, n'ont pas d'appétit, ils ont une anorexie. Je le précise pour bien clarifier donc, la différence entre faim et malnutrition. La malnutrition est définie sur des critères anthropométriques, c'est-à-dire dans ce cas-là, sur la présence d'un faible périmètre brachial, mais souvent ces enfants n'ont pas faim dans le sens habituel du terme. Et en fait, restaurer leur appétit, ça fait partie de la première étape du traitement, c'est peut-être une des périodes les plus difficiles. Alors pourquoi n'ont-ils pas d'appétit? C'est quelque chose, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, ces enfants, comme je l'expliquais, pour des raisons de pauvreté, ont des régimes extrêmement monotones. Qui dit régime monotone veut dire des régimes carencés en différents nutriments, et expérimentalement, si vous donnez à un animal des régimes qui sont carencés, du type de ceux qui sont consommés dans les pays pauvres, très souvent ces animaux perdent de l'appétit et arrêtent de grandir. Deuxième facteur qui intervient également dans le manque d'appétit, c'est que ces enfants souffrent très souvent d'infections associées. Et c'est quelque chose qui est connu quand un enfant souffre d'une infection, même si cette infection est inapparente, asymptomatique, l'enfant, dans ce cas-là, n'a pas faim. Alors vous avez sur cette carte, qui est tirée du dernier rapport de l'UNICEF, la répartition du nombre d'enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère à travers le monde. Vous pouvez voir qu'ils sont essentiellement en Afrique de l'Ouest, et puis également dans le sous-continent indien. Quel est le nombre d'enfants ayant une malnutrition aiguë sévère? Voilà encore un graphique qui est tiré du dernier rapport de l'UNICEF et qui suggère qu'au niveau mondial, les enquêtes de prévalence, donc c'est-à-dire les enquêtes qui comptent le nombre d'enfants qui sont malnutris au moment de l'enquête, suggèrent qu'il y a environ à chaque instant 12 millions d'enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère à travers le monde. Donc j'insiste sur ces chiffres. La raison pour laquelle j'ai donné ces chiffres, c'est que les chiffres sont beaucoup moins importants que ceux qu'on a en lisant les rapports de la FAO qui suggèrent qu'il y a plus de 600 millions de personnes qui ont faim. On a affaire à des populations qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus ponctuelles. Alors, le traitement de la malnutrition sévère a subi une petite révolution ces dernières années qui s'est matérialisée en 2007 par la publication d'un document conjoint entre l'OMS, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial qui recommande la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au niveau communautaire, c'est-à-dire à domicile. Ce rapport également, pour la première fois depuis des années, acceptait le dépistage de la malnutrition aiguë sévère par la mesure du périmètre brachial. Et d'autre part, ce rapport également recommandait la prise en charge diététique de ces enfants par des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. L'ensemble de ces mesures a permis de multiplier par un facteur de 10 à 20, on ne sait pas très bien, on ne sait pas exactement de combien, mais de façon considérable, on a changé d'ordre de grandeur le nombre d'enfants qui pouvaient être traités chaque année. Alors, reprenons un peu les choses dans l'ordre. La première chose à faire, si vous voulez traiter un enfant, il faut l'identifier au niveau communautaire, identifier ceux qui ont un haut risque de décès. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises du périmètre brachial, donc je reviens sur ce point. Dans les années 60-70, le périmètre brachial était proposé comme mesure pour évaluer l'état nutritionnel des enfants dans les endroits où on n'avait pas de balance, où il n'y avait pas de personnes qui étaient équipées pour peser les enfants, et donc qui ne pouvaient pas utiliser les indices habituels qui étaient basés sur le poids.
Dans les années 80, il y a plusieurs études qui ont sorti qui ont montré que non seulement qui ont montré que le périmètre brachial avait en plus un autre intérêt spécifique, c'est qu'il permettait d'identifier les enfants qui avaient un haut risque de décès. Il y a plusieurs études qui sont sorties sur le sujet. Moi, personnellement, j'ai participé à une de ces études, donc au Bangladesh. Et donc, cette étude a été publiée dans Lancet en 87, si je me souviens bien. Et vous avez la conclusion de l'étude, les enfants à haut risque de décès peuvent être identifiés facilement par une mesure de périmètre brachial au niveau communautaire. C'était une des premières conclusions de cette étude. Une deuxième conclusion de cette étude aussi, c'est que les enfants qui avaient un haut risque de décès en raison de leur faible périmètre brachial étaient également trop nombreux pour pouvoir être traités au niveau hospitalier. Ce qui posait un problème parce qu'à l'époque, on recommandait que les enfants qui avaient une malnutrition aiguë sévère soient évacués et traités en hôpital ou en milieu stationnaire. Alors, je reviens sur le périmètre brachial parce que c'est quelque chose d'important pour le dépistage. À l'heure actuelle, il est utilisé de plus en plus. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est des études qui ont été faites, des études de ce qu'on appelle des courbes ROC. Alors, je vais devenir un peu technique. Les courbes ROC, c'est un terme qui veut dire Receiver Operating Characteristics. Voilà. Et l'origine de ce terme, c'était inventé par les radaristes, les premiers opérateurs qui utilisaient les radars. Vous savez que les radars ont été introduits dans le domaine militaire la première fois lors de la bataille d'Angleterre. Et vous connaissez le principe, on envoie un signal radio sur une cible et qui revient et qu'on doit capter par un récepteur. Et ce récepteur, vous pouvez le capter, vous pouvez le régler avec différents niveaux de sensibilité. Si vous le rendez extrêmement sensible, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des faux signaux positifs. C'est-à-dire que si un oiseau passe devant l'écran radar, devant le rayon radar, vous pouvez un signal qui se révèle. Ce qui est gênant parce que vous faites décoller un avion pour rien. Et inversement, si vous diminuez la sensibilité de votre récepteur, à ce moment-là, vous risquez de manquer des avions qui s'approchent et vous risquez de les détecter trop tard. Donc les opérateurs radars ont mis au point ces techniques. À chaque fois qu'ils réglaient qu'ils avaient un nouvel appareil, ils dressaient cette courbe. Et sur cette courbe, donc sur l'axe des X, ils mettaient le taux de faux positifs et sur l'axe des Y, le taux de vrais positifs. Et l'objectif du réglage, c'était d'obtenir un ratio optimum. Et si vous vous rappelez un petit peu de vos notions de mathématiques de l'école secondaire, vous savez que le ratio le plus élevé, c'est celui qui est dans la partie supérieure du graphique. Alors il y a des épidémiologistes qui ont repris cette notion, et notamment au début des années 80, il y a eu une discussion pour savoir quels étaient les indices anthropométriques qui devaient être utilisés pour détecter les enfants au risque de décès. Et donc on a passé les différents indices, poids, taille, poids, âge, périmètre brachial, etc. On a fait des courbes ROC pour voir leur capacité à prédire le décès. Et pour ça, on fait varier les seuils et on trace ces courbes ROC. Alors vous pouvez voir sur ce graphique que vous avez différentes familles de courbes qui correspondent chacun à un indice différent. Et vous pouvez voir que il y a deux courbes qui sont pratiquement identiques. C'est celles qui correspondent au périmètre brachial et celles qui correspondent à l'indice poids-âge. Légèrement en dessous, vous avez celles qui correspondent à l'indice poids-taille et très nettement en dessous, celles qui correspondent à l'indice taille-âge. En fait, sur le plan pratique, c'est surtout la partie gauche de la courbe qui est intéressante. Vous pouvez voir que sur cette partie-là, les courbes sont vraiment très très proches. Ce que vous pouvez voir également, c'est que avec ce type de courbe, vous pouvez examiner l'effet de la combinaison de différents indices. Et ce qu'on voit, c'est que si on combine différents indices, un peu comme le recommande l'OMS dans le document de 2009, vous augmentez le taux de la sensibilité, vous augmentez le taux de faux positifs, mais vous augmentez le taux de vrais positifs, mais vous augmentez également le taux de faux positifs. Donc au total, vous ne gagnez pas tellement, et vous pouvez faire pareil simplement en changeant le critère du périmètre brachial. Alors, c'est un argument qui a joué en faveur de l'adoption du périmètre brachial parce qu'il est beaucoup plus simple à utiliser que les autres indices. Mais il y a un autre élément qui a joué également, c'est une étude plus récente qui a été faite en combinant toutes les études qui avaient été faites les dernières années et qui a examiné l'effet de la durée entre le moment de l'examen et le décès de l'enfant sur les courbes ROC. Et ce que vous pouvez voir sur ces courbes-là,
c'est que le fait de raccourcir la durée de suivi améliore considérablement le dépistage. Ceci est dû au fait que l'état nutritionnel des enfants varie en permanence. C'est dû au fait aussi que les enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère à haut risque de décès ne restent pas dans cette situation très longtemps. Soit ils décèdent, soit ils finissent par s'améliorer tout doucement. L'implication de ces courbes, c'est que si vous voulez avoir un dépistage efficace, il faut qu'il soit fréquent. Et là, le périmètre brachial a un avantage considérable, c'est qu'il peut être mesuré au niveau des familles extrêmement fréquemment, et notamment par les mères. Et ceci a été démontré par un article qui a été publié il y a quelques années maintenant, dont le titre correspond à un jeu de mots. Donc, il s'intitule « Mother Understand and Can Do It ». Donc, l'abréviation, ça fait MUAC. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des bandelettes, comme celles qui sont représentées là, à des mères. On leur a demandé de mesurer le périmètre brachial et après ça, on a demandé à des infirmiers ou des personnes de référence de remesurer le périmètre brachial. On a vu qu'il y avait une excellente concordance. Donc ça veut dire qu'on peut confier en grande partie le dépistage des enfants malnutris aux mères, ce qui permet un dépistage, une mesure extrêmement fréquente. Donc ce gros avantage est en train de faire basculer le dépistage de la malnutrition aiguë sévère par la mesure du périmètre brachial. Alors ceci a amené au développement de programmes qu'on appelle les programmes PB Famille, périmètre brachial famille. Et donc l'UNICEF actuellement recommande l'intégration de cette approche au niveau des systèmes de santé. Nous avons eu cet après-midi au symposium une présentation extrêmement intéressante sur la possibilité des agents de santé communautaires de traiter la malnutrition aiguë sévère. Ça fait partie un peu du même mouvement, de la même philosophie, c'est-à-dire décentraliser le dépistage de la malnutrition aiguë sévère et le confier soit aux maires, soit aux agents de santé qui travaillent en périphérie. Alors l'autre élément clé qui a permis de progresser pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère, c'était la mise au point des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Ces aliments peuvent être utilisés en toute sécurité à domicile car les bactéries ne peuvent pas croître dans cet aliment, donc ce qui est différent de ce qui se passe dans le lait. En fait, une des raisons pour lesquelles l'OMS recommandait le traitement à domicile autrefois, dans tous les cas, c'est parce qu'on recommandait de nourrir les enfants avec des aliments lactés, c'est-à-dire de la poudre de lait mélangée avec de l'eau. Le problème qui se pose, c'est que les bactéries, pour grandir, ont besoin à la fois de nourriture et d'eau. Et donc, dans le lait reconstitué avec de l'eau, on trouve tous les ingrédients qui sont nécessaires pour faire pousser des bactéries pathogènes. Donc pour cette raison, c'est très dangereux d'utiliser les aliments liquides dans les endroits où on n'a pas une hygiène parfaite, on n'a pas de réfrigération. Alors ces aliments thérapeutiques prêts à l'emploi peuvent être consommés sans addition d'eau, donc ils n'exposent pas au risque de contamination. Ces aliments donc, ont été adoptés très largement par l'OMS et l'UNICEF. L'UNICEF, dans un de ses documents récents, appelle ça un aliment miracle. Et en 2023, l'OMS a inclus ces aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans sa liste modèle de médicaments essentiels. Alors, comment ça se passait auparavant ? Auparavant, il y a très longtemps, dans les années 90, la plupart des gens qui traitaient des enfants malnutris fabriquaient leur formule de récupération nutritionnelle eux-mêmes en utilisant une formule recommandée par l'OMS qui consiste à mélanger du lait écrémé, de l'huile et du sucre et auquel on ajoute un mélange de vitamines et de minéraux. Le problème, c'est que ces aliments sont extrêmement gras, donc si on les laisse quelques instants reposer, toute la partie grasse du lait remonte à la surface, donc il faut le touiller régulièrement. Voilà. Et d'autre part, il y a ce problème donc, que en cas de contamination, ça devient extrêmement dangereux, donc ces aliments-là imposaient l'hospitalisation. Alors je reviens sur la question de l'eau. Quand j'étais au Bangladesh, à faire ces études sur la relation entre malnutrition et mortalité, je partageais mon bureau avec un nutritionniste guyanais
qui, lui, avait comme sujet de recherche de parcourir les maisons et de récolter les différents aliments et de voir ceux qui étaient les plus contaminés. Et ce qu'il m'avait expliqué au bout d'un certain temps, c'est que ces résultats pouvaient se résumer en quelques phrases. C'est que les aliments qui étaient les plus contaminés, c'était les aliments qui étaient riches en eau. Parce que les bactéries ont besoin d'eau pour repousser. Et là peut-être que vous avez du mal à lire cette diapositive, mais c'est un tableau qui vient d'un de ces articles et qui montre que les aliments qui sont riches en eau sont beaucoup plus pollués que les autres, surtout dans les situations où la température est élevée. Les bactéries poussent particulièrement bien quand la température s'approche des 35 degrés. Voilà. Par contre, il y a certains aliments qui sont plus ou moins résistants, comme par exemple le pain. Le pain n'a pratiquement pas d'eau, les bactéries ne peuvent pas pousser sur le pain. Alors, la formule recommandée par l'OMS, donc l'OMS recommandait 2 formules. Celle qui était la plus largement utilisée, c'était une formule qui apportait 100 kcal pour 100 ml, et pour cette raison, on l'appelait la formule F100. C'était cette fameuse formule qui était un mélange de lait écrémé, d'huile et de sucre. Et pour la rendre consommable, il fallait la rendre solide. Et cela a été possible en remplaçant dans la recette de l'OMS la moitié de la poudre de lait écrémé par de la pâte d'arachide. Et dans ce cas-là, on obtient une pâte qui est consommable directement sans addition d'eau. Et c'est ce qu'on appelle un aliment thérapeutique prêt à l'emploi. Alors, ces aliments thérapeutiques à l'emploi, ils se présentent sous forme de pâte, ils sont préparés sans eau et les bactéries ne poussent pas dedans. On a voulu, après avoir fait un premier prototype, on a voulu le vérifier et j'ai amené un pot avec cet aliment à un collègue bactériologiste. Et j'ai beaucoup de mal à le convaincre de faire cette expérience, de mettre des bactéries dedans pour voir si ça poussait, parce qu'il m'a dit, mais s'il n'y a pas d'eau, ça ne va pas pousser, c'est couru d'avance. Voilà. Enfin, avec un peu de persuasion, il l'a fait quand même. Et vous pouvez voir sur ce graphique, donc il a comparé du lait liquide F100 avec les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et donc, sur l'axe des X, vous avez le nombre de bactéries qui est exprimé avec une échelle logarithmique. Et vous pouvez voir qu'en quelques heures, le nombre de bactéries qui sont introduites expérimentalement a été multiplié par un facteur 100, alors qu'elles ne poussent pas dans les aliments solides sans eau. Alors, ces aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ont provoqué une petite révolution. Et ce que je tiens à souligner, c'est qu'ils ont été obtenus par le simple fait de rapprocher des idées qui étaient connues de tout le monde par chacun dans sa spécialité. C'est que tous les bactériologistes savaient que les bactéries ont besoin d'eau pour pousser. Tous les nutritionnistes savaient que les enfants malnutris avaient besoin d'aliments gras, riches d'aliments très gras et qui soient riches en vitamines et minéraux. Et puis tous les spécialistes de technologie alimentaire savaient, chose que j'ignorais, que dans les pâtes à tartiner, il n'y a pas d'eau. Donc elles sont. Et d'autre part, autre avantage des pâtes à tartiner, c'est qu'elles sont préparées sans cuisson. À un moment, on avait envisagé de faire des biscuits. Le problème des biscuits, c'est que vous êtes obligé de les chauffer à 180 degrés pour la préparation, et dans ce cas-là, vous détruisez les vitamines. D'autre part, si vous voulez faire un biscuit qui a une forte teneur en graisse, comme celle du F100, vous obtenez des sablés plutôt que des biscuits traditionnels qui sont extrêmement friables et qui sont plus ou moins transportables. Donc quand on mettait ensemble toutes ces données, le choix de la pâte à tartiner était vraiment ce qui s'imposait le plus, ce qui s'imposait le plus facilement. Alors après que cet aliment ait été adopté par l'OMS et l'UNICEF, on a eu une augmentation spectaculaire du nombre d'enfants qui a été traités. Ça, c'est un rapport d'un graphique de la consommation en aliments thérapeutiques prêts à l'emploi au niveau mondial, avec les premiers chiffres qui remontent à 2005. Avant, on n'avait pas vraiment de statistiques parce qu'il y avait très peu d'enfants qui étaient traités. Les seuls enfants qui étaient traités, c'était soit
dans des opérations d'urgence où il y avait des organismes humanitaires suffisamment puissants pour pouvoir mettre sur pied des unités de traitement thérapeutiques importantes. Ou bien alors vous avez quelques endroits où vous aviez un pédiatre qui se passionnait pour l'affaire et qui s'arrangeait pour faire préparer ses aliments dans la cuisine de l'hôpital. Mais au total, c'est resté assez anecdotique, alors que maintenant, on a des nombres qui sont assez impressionnants. On connaît à peu près le nombre, on sait qu'environ un enfant a besoin, pour le traitement d'un enfant, vous avez besoin de 15 kg d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et vu les tonnages qui sont produits et consommés chaque année, ça correspond à peu près 8 millions d'enfants par année, ces dernières années. Voilà, alors souvent les gens me demandent quel est le nombre d'enfants quel est le nombre de décès qui ont été évités par cette innovation. Alors quand on me demande la question, je dis que je n'ai pas la réponse. Pour avoir la vraie réponse, il faudrait avoir un groupe d'enfants qu'on traite, qu'on compare à un groupe d'enfants qu'on ne traite pas, ce qui poserait des problèmes éthiques, des problèmes sur le plan éthique. Voilà. Si les gens insistent vraiment, qui me demandent, mais vous ne pouvez pas donner une estimation plus précise, je dis beaucoup. Voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le rapport de l'UNICEF de 2024. Il s'appelle No Time to Waste, où vous avez cette phrase. Nous estimons qu'en 2023, 1,2 million de décès d'enfants entre les âges de 6 et 59 mois ont été évités par les programmes qui permettent un traitement rapide de la malnutrition au niveau communautaire. Alors ceci dit, moi je suis un scientifique, j'ai tendance à douter un peu de tout, surtout des documents qui ne sont pas passés par le filtre de la revue par les pairs. Donc je prends ces chiffres avec beaucoup de prudence. Et je m'en tiens à mon estimation, sans doute beaucoup. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Alors donc c'est une histoire que j'aime bien raconter, mais donc on peut avoir un petit passage d'autosatisfaction, mais il faut savoir qu'il y a encore des défis considérables à relever. Le premier défi, c'est qu'en fait, malgré les chiffres que je vous ai donnés, je vous ai dit qu'il y avait environ, sur les rapports de l'UNICEF, on dit 12 millions d'enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère, et on en a traité 8 millions en 2023 ou 2024. Ça paraît pas mal comme rapport, mais en fait, c'est trompeur. Parce que le nombre d'enfants traités correspond au nombre de cas incidents, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas tous les ans. Et les statistiques de l'UNICEF correspondent au nombre de cas prévalents, c'est-à-dire le nombre de cas présents au cours des enquêtes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pourquoi ? Parce que quand vous faites une enquête, comme je vous l'ai expliqué, vous avez des enfants sévèrement malnutris. Mais si vous repassez 3 mois après, même si ceux que vous aviez vus précédemment ont été guéris, traités, guéris, vous en aurez des nouveaux. Et en fin de compte, il faut sans arrêt traiter les nouveaux cas qui apparaissent. Alors il faut apporter un petit facteur de correction. Alors, ce facteur de correction, on ne sait pas très bien de combien il est, mais une tentative qui a été faite et qui a été publiée dans le British Medical Journal il y a quelques années, donc je vous ai montré le titre, si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver, mais qui suggère qu'il faut au moins multiplier par 3 les chiffres de prévalence pour avoir le nombre de cas incidents annuels. Donc, ce qui veut dire qu'on est très très loin de la couverture, même dans les pays où ces traitements sont mis en œuvre, on est loin d'une couverture qui soit correcte. Donc l'effort actuel pour tous les gens qui travaillent en Afrique notamment, c'est d'augmenter la couverture de ces programmes, ce qui pose problème en Afrique de l'Ouest parce que vous savez que la situation au niveau sécuritaire s'est considérablement dégradée. Deuxième problème, c'est que l'approvisionnement en ATPE dépend largement des donneurs extérieurs, souvent versatiles. Donc, alors, à ce propos, le démembrement de l'USAID est une catastrophe. Il a perturbé de nombreux programmes. Alors il y a eu des allers-retours, je ne sais pas si vous suivez les actualités, ma maman, donc l'USAID, on coupe tout. Et ça, il y a eu des programmes qui ont arrêté, qui se sont retrouvés complètement démunis du jour au lendemain. Ça a provoqué des remous et on a remis ça en place, mais ça a complètement perturbé la machine. Personnellement, je trouve cette affaire assez triste parce que l'USAID, historiquement, a joué un grand rôle dans le développement de cette approche communautaire. Donc je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais au départ, il y a une phase de démarrage extrêmement difficile parce que beaucoup de gens étaient très sceptiques sur cette approche.
Et il a fallu, pour convaincre l'OMS, pour convaincre l'UNICEF, etc., pour convaincre de nombreuses ONG, il a fallu qu'il y ait des programmes pionniers qui soient financés. Et très souvent, ils ont été financés par l'USAID, parce que là-bas, il y avait des gens suffisamment brillants pour comprendre qu'il y avait un potentiel. Et c'est un peu dommage de penser que cet organisme qui regroupait parmi les meilleurs nutritionnistes du monde, et cette expertise qui est en train de s'envoler. Voilà. Alors, cette coupure des programmes est dramatique parce qu'elle ne se limite pas aux États-Unis. Alors, je fais référence à un article qui a été publié dans la revue Nature en 2025 et qui montre que le financement des programmes de traitement de la malnutrition aiguë a considérablement diminué en 2025. Alors, c'est dû à une baisse dramatique des financements américains, mais pas seulement. Alors, sur le graphique, ce qu'on voit en orange, c'est les financements américains, et en espèce de gris pâle, c'est les financements autres. Vous pouvez voir qu'ils diminuent également. Vous savez que l'Europe, à l'heure actuelle, fait face à une crise de sécurité. On a une augmentation considérable des dépenses militaires, ce qui vient en compétition avec les programmes d'aide internationale. Donc, ceci est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Cette crise sur le financement pour l'approvisionnement en ATPE, en aliments thérapeutiques pour l'emploi, a amené 3 organismes, dont vous avez les logos ici, à militer pour l'établissement de financements alternatifs et notamment pour l'établissement d'une taxe soda qui pourrait être utilisée pour financer ces programmes. Alors, ce serait particulièrement bienvenu parce que vous avez une augmentation considérable de la consommation de ces boissons sucrées, non seulement de ces boissons sucrées, mais de toute une série d'aliments industriels, ce qu'on appelle aliments hyper transformés, qui sont dangereux pour la santé. Et il serait bon de les taxer, alors d'une part dans les pays riches, parce qu'on en mange trop, voilà, et ça serait bien au titre de la solidarité internationale qu'une partie de ces taxations reviennent au financement des programmes nutritionnels. Enfin, je prêcherai un peu pour ma paroisse. Et ça serait également une des suggestions de ces organismes, c'est que ça soit également une taxe de ce genre soit introduite dans les pays pauvres. Parce que quand vous allez en Afrique, vous avez beau aller dans le moindre village reculé, vous avez toujours un commerçant avec un frigo qui marche à l'énergie solaire et qui est prêt à vous vendre une boisson sucrée, un prix qui est calculé pour que les pauvres puissent l'acheter. Voilà. Donc, on a eu tout à l'heure au symposium, pour ceux qui y étaient, on a eu une discussion sur les possibilités de taxer ces aliments. Il y a quelque chose certainement à faire. Donc, ceci dit, la situation n'est pas si simple que ça, parce qu'en Europe, on subventionne par ailleurs les producteurs de sucre. Les producteurs de betteraves sont très malheureux. Ils ont beaucoup de mal à vivre. Et donc, est-ce qu'il faut les aider d'un côté, taxer les produits sucrés de l'autre? C'est un véritable champ de mine sur le plan politique. Voilà. Alors, je m'étends un petit peu là-dessus parce qu'il se trouve qu'il y a 2-3 mois, l'UNICEF a publié un rapport sur l'augmentation des cas d'obésité de l'enfant. Il se trouve que pour la première fois dans l'histoire, sans doute de l'humanité, le nombre d'enfants en surpoids est supérieur au nombre d'enfants qui sont dénutris. Alors, attention, on parle de classes d'âge différentes. Les enfants dénutris sont surtout dans la tranche d'âge 0,5 ans. Les enfants en surpoids sont surtout après 10 ans. Mais quand même, c'est frappant de voir qu'on a ce croisement des courbes. Et souvent, ça survient dans les mêmes pays, dans les mêmes communautés, et parfois même dans les mêmes familles. C'est quelque chose qui surprend un peu souvent les gens qui ne sont pas de la partie, mais personnellement, je me rappelle très bien, ça remonte à des années, mais quand on recevait des enfants malnutris au Sénégal, ils étaient souvent amenés par une mère qui était obèse. Donc c'est tout à fait possible d'avoir dans la même famille à la fois un problème d'obésité et de dénutrition. Alors dans ce rapport de l'UNICEF sur l'augmentation de l'obésité à travers le monde, donc, il recommande les taxes sur les boissons et les aliments mauvais pour la santé. On revient toujours sur cette question-là. Alors, autre défi actuel, c'est que le traitement de la malnutrition sévère ne se limite pas à la distribution d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Vous avez d'autres actions qui sont nécessaires. Il faut que, ça a été très bien expliqué dans un des exposés qui a été fait cet après-midi, pour traiter des enfants malnutris, il faut toute une chaîne humaine
qui soit mise en marche, il faut qu'il y ait une identification rapide des enfants au niveau communautaire. Alors soit par les maires, soit il faut un relais des agents de santé communautaire. Il faut que ces gens soient supervisés. Il faut également que ces agents de santé communautaire puissent référer les enfants qui ont des complications à l'hôpital. Il faut qu'il y ait des gens pour les traiter. Et puis il faut également qu'il y ait des gens qui soient compétents pour conseiller les mères en termes de nutrition et de santé, parce que très souvent, il y a des choses à faire dans ce domaine. Donc il est nécessaire, en plus des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, il est nécessaire d'avoir un système de santé fonctionnel. Alors, à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cet article que m'a envoyé un de mes collègues. Quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était un gag, mais c'était au moment où il y avait la fameuse campagne en faveur de l'obtention du prix Nobel de la paix par le président du pays d'en dessous, du pays voilà. Et comme vous savez, ce président rêvait d'avoir le prix Nobel de la paix, mais il a quelques points noirs sur son dossier, notamment le fait qu'il ait coupé les programmes nutritionnels et qu'il ait coupé les programmes de santé. Il y a différentes estimations qui ont été faites, mais ça se compte en millions de décès, le nombre de décès excédentaires qui vont résulter de ces actes de ces coupes absolument irresponsables. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a proposé, ces deux personnes qui ont proposé, ou qui cherchent à influencer le gouvernement américain pour qu'il envoie de façon massive des ATPE au niveau africain pour lutter contre la malnutrition. Alors je pense que derrière, il y a des motivations électorales, parce que vous savez que parmi les gens qui ont voté pour ce fameux président, beaucoup viennent de zones rurales et qui souffrent à l'heure actuelle de la diminution des programmes d'aide alimentaire. Je ne pense pas qu'ils soient particulièrement émus par le nombre de décès supplémentaires qui peuvent résulter de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ma première réaction, c'est que si vous envoyez des tonnes d'ATPE dans les pays où vous avez la malnutrition, et si vous n'avez pas derrière toute la machinerie qu'il faut pour dépister, traiter, etc., ça ne servira à rien, et peut-être même ça aura des effets contre-productifs, parce que vous risquez de complètement détruire la réputation de ces programmes. Voilà, ça c'est mon petit couplet. Voilà. Alors, je reviens on en a terminé avec la première partie, les progrès qui ont été réalisés. Deuxième partie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la prévention, c'est mieux que le traitement. Moi qui suis un grand partisan du traitement, de l'augmentation des programmes de traitement, je suis le premier à reconnaître que si on arrivait à prévenir la malnutrition, ça serait beaucoup mieux. Mais pour prévenir la malnutrition, il est nécessaire que chaque enfant ait accès à une alimentation couvrant l'ensemble des besoins nutritionnels. Et très souvent, on l'a entendu tout à l'heure, très souvent ces aliments sont trop chers pour les familles pauvres. D'autre part, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je voulais mentionner précédemment, il est nécessaire que les enfants vivent dans un milieu qui soit hygiénique, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas exposés en permanence à des infections. Alors, ceci est extrêmement préoccupant parce que je fais référence à un rapport de la FAO que Anna avait montré tout à l'heure, qui a été publié en 2020 et qui explique que le coût d'une alimentation saine dépasse les dépenses alimentaires dans la plupart des pays du Sud. Ces régimes sont hors de portée pour plus de 57% de la population de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud, ainsi que pour une forte proportion d'Asie du Sud-Est, Mélanésie, etc. Voilà, c'est les chiffres de la FAO. Alors, il y a juste quelques semaines, le Lancet a publié un rapport sur l'alimentation dans le monde. Ça s'appelle l'alimentation pour la santé pour la planète, dans laquelle ils annoncent un autre chiffre. Donc, de nouveau, à chaque fois que vous voyez un chiffre, c'est important de voir la définition qui a été utilisée. Là, ils parlent de 2 millions de personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire. Alors, ce qu'ils montrent dans ce graphique, c'est le pourcentage de population qui doit dépenser plus que 52% de leurs revenus pour pouvoir s'offrir un régime alimentaire équilibré et comportant tous les nutriments. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a énormément de pays où c'est totalement inaccessible. 52% de la dépense au niveau du budget pour l'alimentation, c'est considérable.
J'ai vérifié, en France, les gens dépensent entre 10% dans les milieux aisés et 18% dans les milieux pauvres du budget pour l'alimentation. En moyenne, 15%. Là, on parle de 50%, 52%. C'est considérable parce qu'il faut manger pour vivre, mais en plus de ça, vous avez besoin d'argent pour vous loger, pour le transport, etc., pour vous vêtir. Donc 52%, c'est un chiffre considérable. Et malgré ça, on s'aperçoit que la plupart des gens ne peuvent pas se l'offrir. Alors je reviens un peu sur le calcul du coût d'un régime alimentaire apportant tous les nutriments nécessaires en quantité suffisante. Alors il faut savoir que c'est un problème qui est, sur le plan mathématique, est assez compliqué. Et un des premiers à s'être penché dessus, c'est un monsieur qui s'appelle Stigler, qui s'est posé la question pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement un peu partout. Il voulait savoir quel était le revenu nécessaire. Donc il a publié un article qui s'appelle The Cost of Subsistence, donc il doit dater de 45, je ne sais pas exactement, enfin dans ces années-là, dans les années 40. Et après de nombreux efforts, il est arrivé à un chiffre, mais tout en reconnaissant qu'il n'avait pas la solution exacte, parce que le problème sur le plan mathématique est extrêmement compliqué. La solution lui a été apportée plusieurs années après par un autre mathématicien qui lui a expliqué qui a mis au point un algorithme qui permet de résoudre ce qu'on appelle les programmes d'optimisation linéaire. C'est à ça que ça correspond. Donc ce monsieur aurait certainement mérité un prix Nobel d'économie. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas eu, parce qu'on s'est aperçu quelques années après que la solution du problème avait été trouvée par un mathématicien russe qui s'appelait M. Kantorovitch, et qui, du coup, a eu le prix Nobel d'économie. Ce qui est assez spectaculaire parce que c'était quelqu'un qui avait été récompensé également par le prix Staline peu d'années avant. Et à ma connaissance, c'est le seul prix Nobel d'économie qui a eu également le prix Staline. Voilà. Ce monsieur travaillait dans une usine de contreplaqué et son objectif, c'était d'optimiser l'utilisation des différentes machines nécessaires pour produire du contreplaqué. Je vous rappelle qu'au début de la guerre, l'Union soviétique utilisait des avions dans lesquels il y avait beaucoup de contreplaqués qui rentraient dans leur composition. Donc ceci explique peut-être son intérêt pour résoudre le problème. Voilà. Alors c'est paradoxal aussi parce qu'on dit que c'est l'algorithme qu'il a découvert, il mène actuellement le monde capitaliste. Vous avez toutes les compagnies d'assurance, toutes les compagnies aériennes, en fait, tout le monde capitaliste tourne autour d'algorithmes qui dérivent de celui qui a été découvert par ce prix Staline. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, le côté mathématique est résolu parce que vous avez les fonctions qui vous permettent ces optimisations qui sont disponibles sur n'importe quel ordinateur de base. Voilà. Donc le problème de M. Dantzig, qui à l'époque, quand on a trouvé la solution mathématique exacte, il a été résolu par des calculatrices, mais c'est des calculatrices humaines. C'était des femmes qui étaient sur des calculatrices mécaniques, qui faisaient les multiplications et les divisions nécessaires pour faire les calculs. Voilà. À l'heure actuelle, donc, ça se fait en quelques secondes. Mais ceci dit, ça ne suffit pas, parce qu'il faut que vous ayez des données précises sur le prix des aliments. Il faut que vous ayez des données précises sur le contenu des différents aliments dans différents nutriments. Et puis, très important, il faut que vous connaissiez la quantité qui est consommable par chaque individu. Et si vous ne mettez pas de contraintes à ces programmes, moi j'ai joué avec ce genre de logiciel. Si vous laissez faire le logiciel, il vous dira de manger 1 kilo d'épinards par jour pour avoir votre ration de calcium, ce qui n'est pas possible. Donc il faut savoir, vous pouvez recommander que des choses qui restent dans le domaine du réel. Et là, vous avez besoin de données. Donc, la complexité des problèmes sur le plan mathématique, sur le nombre de données à récolter, explique que ce n'est qu'en 2020 que la FAO a publié des statistiques qui sont relativement fiables au niveau mondial. C'est quelque chose qui est complexe à faire. Alors, le programme alimentaire mondial se penche également sur ce problème, parce que pour eux, c'est important. Est-ce que le programme alimentaire mondial est en train souhaite changer de philosophie, ou ils ont déjà changé de philosophie depuis quelques années? À l'origine, dans les années 1960-70, l'aide alimentaire était conçue essentiellement comme un moyen d'exporter à l'étranger les produits qui étaient en surplus chez nous. L'idéal, c'est de faire l'inverse, c'est de voir ce dont ont besoin les gens, notamment en termes de composition nutritionnelle. Et pour ça, il faut connaître quels sont les nutriments qui manquent dans la ration. Et pour ça, vous avez besoin de logiciels de ce genre.
Donc le PAM est en train de produire un logiciel qui facilitera grandement ces calculs, puisque vous aurez énormément de données qui seront déjà pré-rentrées. Ils pourront vous donner des indications sur les consommations, les quantités raisonnables à recommander, etc. Ce logiciel est actuellement maintenant en phase de test. Il devrait être publié début 2026. Et ceci dit, le programme alimentaire mondial, ils ont déjà fait tourner ce genre de programme. Ils sont arrivés à des conclusions qui sont quand même assez solides. Donc d'abord, 70% des habitants des pays pauvres n'ont pas accès à une alimentation saine. Et d'autre part, couvrir les besoins des différents nutriments coûte 6 fois plus cher que couvrir les besoins de base en énergie. Ce qui coûte cher, c'est l'énergie. Alors je vous ai dit que la FAO avait changé son approche pour estimer la sous-alimentation dans le monde. Dans les années 70, peut-être les anciens s'en souviennent, il y avait des cartes où on présentait la consommation, disponibilité en calories par chaque pays. Mais c'est complètement à côté de la plaque, parce que d'abord, la disponibilité ne signifie pas l'accessibilité. Et puis, deuxièmement, ça coûte beaucoup plus cher d'amener tous les nutriments que d'amener juste l'énergie. Alors, ceci s'explique, parce que le coût d'une alimentation apportant tous les nutriments s'explique assez facilement, parce que les aliments les plus riches en nutriments sont aussi les plus chers. Alors, ceci, c'est un graphique qui est tiré du rapport de la FAO, je crois, du rapport de 2025, donc les nouvelles vont vite. Et s'il compare, c'est le prix des différents aliments rapportés à 100 kilocalories, en faisant le rapport avec le prix des céréales de base. Et ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est que donc les aliments les plus chers, c'est les aliments en jaune, ça correspond aux fruits. Et juste après, vous avez les aliments orange, ça correspond aux légumes. Et puis vous avez les aliments gris qui correspondent aux produits d'origine animale. Voilà. Si vous voulez une alimentation saine, il faut que les adultes aient une alimentation riche en fruits et en légumes, et il faut que les enfants aient une alimentation riche en produits d'origine animale. Donc vous voyez, rien que par une simple comparaison du prix pour 100 kilocalories des différents nutriments, vous pouvez voir que les contraintes de prix sont considérables pour assurer une alimentation saine, une alimentation complète. Alors, jusqu'à présent, la FAO, comme je l'ai expliqué, elle fait ses statistiques au niveau des ménages. Elle ne regarde pas le problème spécifique des enfants. Et là, ça se complique parce que les enfants ont des besoins spécifiques pour certains nutriments, notamment pour le fer et le zinc. Alors, il y a une hypothèse qui a été postulée par mon ami Kay Dewey, qui travaille à l'Université de Californie à Davis, qui pense, et je pense que c'est tout à fait raisonnable, que ces besoins considérables des enfants en fer est sans doute dû au fait que nous ne sommes pas véritablement adaptés au régime néolithique. Vous savez que depuis l'invention de l'agriculture, nous avons complètement changé notre alimentation. Alors, pour ce faire, elle a comparé, on va regarder les graphiques qui sont sur la partie gauche de la diapositive, elle a regardé le pourcentage de couverture des besoins en fer pour différents types d'alimentation. Sur la première colonne, vous avez le pourcentage des apports en fer recommandés pour des enfants qui sont uniquement allaités au sein. Vous pouvez voir que c'est pratiquement zéro, ce qui est attendu parce que le lait maternel contient absolument tous les nutriments nécessaires à la croissance des enfants, sauf le fer. Donc pas de fer dans le lait maternel. Deuxième colonne, vous avez les apports en fer d'un enfant qui reçoit le lait maternel avec une alimentation de complément typique. Vous pouvez voir, c'est très en dessous de ce qui est recommandé. Troisième colonne, c'est allaitement maternel plus un régime relativement varié avec apport de produits animaux. Vous voyez que ça va mieux. Et puis dernière colonne, c'est un régime qui reconstituerait ce qu'avaient nos ancêtres avant l'adoption de l'agriculture. Avant l'invention de l'agriculture, je vous rappelle que nos ancêtres vivaient de chasse et de cueillette et qu'on pense que nos ancêtres nourrissaient leurs enfants de la façon suivante, c'est que la mère mâchait la viande du produit de la chasse et donnait la viande mâchée à son enfant. Et c'est la seule façon de couvrir correctement de façon facile les besoins en fer. Donc on en a discuté hier, il paraît qu'il y a des populations au nord du Canada qui faisaient ça il n'y a pas si longtemps. On les a découragés à le faire pour des raisons d'hygiène, mais l'idée n'est pas mauvaise. Voilà. Alors, pour le zinc, c'est un peu la même chose.
ce que ce graphique montre, c'est que pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants, vous avez besoin de viande et c'est possible de viande rouge. Voilà. Ce qui explique qu'à travers le monde, vous avez 40% des enfants qui sont anémiés et principalement carence en fer. Et surtout dans les pays pauvres, parce que dans les pays pauvres, la viande rouge manque. Et pas seulement dans les pays pauvres. En Europe, pendant longtemps, les enfants étaient carencés en fer parce que l'alimentation typique, c'était un mélange de céréales bouillies dans du lait, et donc ça ne suffit pas. Alors cet appel à avoir un régime riche en produits d'origine animale s'applique uniquement aux enfants. Chez les adultes, c'est complètement différent. Et donc je vous parlais tout à l'heure d'un rapport qui a été publié tout à fait récemment dans Lancet, donc le rapport EAT, donc Anna y a fait allusion tout à l'heure. On a réuni ensemble des spécialistes de l'environnement qui ont essayé de réfléchir sur quel régime serait le meilleur pour la santé de la planète, et des spécialistes de la santé des adultes pour savoir quelle alimentation serait préférable pour réduire les maladies chroniques. Et de façon assez surprenante, les deux groupes arrivaient à des recommandations assez semblables. Donc les gens qui s'occupent de l'environnement recommandent une baisse drastique de la consommation de viande rouge. Sur le graphique de droite, l'espèce de camembert, vous avez la proportion des gaz à effet de serre qui proviennent de l'agriculture par les différents secteurs. Et vous savez vous voyez qu'il y a plus de la moitié du camembert qui vient du méthane qui est produit par les ruminants. Donc voilà. Donc dans ce comité, ils ont recommandé non pas de supprimer la consommation de viande rouge, mais de la réduire sérieusement. Ils recommandent 15 grammes par jour en moyenne, ce qui fait un steak tous les 10 jours. Voilà. On s'aperçoit que dans nos pays riches, on est certainement très au-dessus. Voilà. Ce qui me contrarie beaucoup, c'est qu'ils recommandent de diminuer la consommation de lait et de produits laitiers, donc ce qui inclut le fromage aussi. Apparemment, ils disent qu'il faudrait réduire aussi. Donc, le message que je vous ai donné, produits animaux nécessaires pour les enfants, ne s'applique pas aux adultes. Alors, cette inquiétude sur les prix, elle est accentuée également. Il y a une tension qui apparaît avec le changement climatique. Et là, donc, ça date du 9 octobre, donc c'était il y a 3 semaines, l'UNICEF a publié un rapport très alarmant sur l'implication des changements climatiques sur l'alimentation de l'enfant. Et le rapport est assez sombre parce que, vu la trajectoire qu'on a à l'heure actuelle, il faut s'attendre à l'augmentation générale des prix de l'alimentation dans les années qui viennent, ce qui va amener à augmenter les taux de malnutrition. Alors, conclusion de tout ça, pour prévenir la malnutrition, il serait important de réduire la pauvreté. Voilà. Malheureusement, je vais vous décevoir, je n'ai pas de recette miracle pour réduire la pauvreté. Donc, à titre anecdotique, je vous ai reproduit un tract du prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui était candidat aux élections présidentielles de 1848 en France et qui a été élu sur la base d'un programme destiné à éliminer la pauvreté. Voilà. Il a été élu de façon relativement démocratique, c'est-à-dire suffrage universel des hommes. On n'en allait pas trop loin quand même. Et c'est une des premières fois que ça arrivait, c'était la première fois que ça arrivait depuis la Révolution française. Il a été élu à une très large majorité, et comme vous savez, il n'a pas réussi vraiment son programme, parce que quand il a été chassé du pouvoir suite à sa défaite dans la guerre de 70, il y avait énormément de misère en France, ce qui a amené l'insurrection de la Commune, qui est une des révolutions les plus sanglantes de l'histoire de France après l'épisode de la Terreur. Alors, quand on parle de réduction de la pauvreté, il y a certains programmes qui sont cités en avant dans le milieu de la santé. Le premier, c'est la scolarisation des filles, parce que les filles qui sont allées à l'école, généralement, elles ont des salaires plus élevés quand elles sont rentrées dans la vie professionnelle. Et d'autre part, la scolarisation prévient les grossesses précoces. Les grossesses précoces, c'est la voie royale pour rentrer dans la pauvreté, pour différentes raisons, mais en grande partie parce que très souvent, c'est des grossesses qui ont lieu dans le cadre d'unions extrêmement instables et ça se termine par des mères célibataires. Et être mère célibataire, c'est la recette pour tomber dans la pauvreté. Deuxième type de programme, évidemment, planification familiale, parce que vous savez que l'avenir d'un enfant, c'est toujours une joie, même dans les familles nombreuses, mais c'est également ça entraîne une réduction sensible du train de vie. Ceux qui ont eu des enfants le savent. Dans tous les milieux, dans tous les pays, même en France où on a des allocations familiales.
ça coûte partout cher. Donc quand vous avez une famille qui est au bord de la pauvreté, l'avenue d'un nouvel enfant peut la faire basculer. Troisième point, c'est les allocations familiales. En Europe, en France, c'est ce qui nous a permis d'éliminer la malnutrition. Ça a été introduit chez nous après la Deuxième Guerre mondiale, généralisée. Alors, en matière d'allocation familiale, il y a une étude qui, à l'heure actuelle, qui n'a pas été publiée, mais qui circule sous forme de préprint, qui fait beaucoup de bruit, et qui est un essai randomisé qui a consisté à tirer au hasard des familles pauvres au Kenya et leur donner à celles qui avaient gagné le tirage, donner une somme de 1 000 euros, de 1 000 dollars. Et ces versements étaient effectués par téléphone. Vous savez que dans ces pays-là, c'est quelque chose qui marche très bien. Et ce que les gens ont observé, c'est que les transferts monétaires ont provoqué une baisse de 48% des décès d'enfants avant l'âge de 1 an, 45% de décès de moins de 5 ans. Alors les auteurs ne donnent pas beaucoup de détails sur l'impact que ça a eu sur la malnutrition, mais vraisemblablement ça a dû être un des facteurs qui a joué. Ce n'est pas le seul. Hein. Ceux qui avaient reçu cette somme d'argent avaient plus fréquemment recours aux soins. Alors cette étude va certainement avoir beaucoup de portée parce que c'est une étude randomisée. Vous savez qu'il y a quelques années, le prix Nobel d'économie a été attribué à une franco-américaine qui s'appelle Esther Duflo et qui a une des raisons pour lesquelles elle a eu ce prix Nobel, je pense que ce n'est pas la seule, c'est qu'elle a proposé d'utiliser des essais randomisés pour évaluer l'efficacité des interventions. Je dis, j'espère que ce n'est pas la seule parce que dans le milieu de la santé, cela nous a fait un peu sourire parce que c'est ce qu'on trouve dans tous les livres de statistiques médicales depuis au moins 40 ou 50 ans. Si vous voulez vraiment savoir si quelque chose marche, vous devez faire un essai randomisé. Ou sinon, les gens... c'était la tendance chez les économistes, surtout avant l'introduction des essais randomisés, c'était de faire des modèles basés sur des tas de suppositions qui sont extrêmement difficiles à vérifier. Là, je pense que cet essai est quand même assez convaincant. Et donc ça montre l'importance des facteurs économiques dans la santé et la nutrition. Voilà, ceci dit, je ne suis pas comme le prince Louis-Napoléon, je ne vais pas aller plus loin dans les tentatives de réduction de la pauvreté. Ce que je vais vous expliquer, c'est il y a une autre approche un peu technique qui essaye de contourner les difficultés dues au prix de la ration. Et donc ça consiste à apporter les nutriments qui manquent sous forme chimique. Alors donc je ne suis pas le seul à penser ça. L'OMS, dans son dernier train de recommandation pour l'alimentation des enfants de 6 à 23 mois, donc qui date de 2003, recommande l'utilisation d'aliments enrichis artificiellement. Alors, pour comprendre l'intérêt de cette approche, il faut savoir que les nutriments apportés sous forme chimique sont toujours moins chers que ceux apportés sous forme minérale. Le cas le plus caricatural, c'est celui du fer. Parce que vous savez que le fer, c'est un des éléments qui est le plus présent sur la croûte terrestre. C'est un des éléments les meilleurs marchés qui soient, sur le prix des marchés des matières premières. Et on est dans une situation paradoxale parce que les carences en fer sont également parmi les plus fréquentes au monde. J'ai expliqué qu'il y a 40% des enfants qui sont carencés en fer. Donc la solution consiste à apporter le fer sous forme artificielle. Alors, vous pouvez mettre de la limaille de fer dans la nourriture, mais ça risque de ne pas sentir très bon, etc. Et en fait, la façon de le faire, c'est d'apporter le fer sous forme de sel, qui est encore très bon marché. Alors, ce qu'il faut savoir pour prévenir la nutrition de l'enfant, c'est que l'enrichissement de la ration de base, telle qu'elle a été exposée tout à l'heure par Steve, qui consiste à rajouter certains nutriments à la farine consommée par la famille, c'est quelque chose qui est intéressant dans certaines applications, mais qui ne permet pas d'apporter des concentrations de nutriments suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant. Donc tout à l'heure, Steve nous a expliqué, par exemple, que je crois que c'était en Éthiopie, on envisage d'enrichir la farine en acide folique pour prévenir les défauts de fermeture du tube neural. C'est quelque chose d'absolument excellent. Mais vous ne pouvez pas utiliser cette approche pour couvrir les besoins en fer de l'enfant, ils sont trop importants. Donc vous avez besoin d'enrichir les aliments des enfants spécifiquement. Et pour ça, vous avez plusieurs approches.
La première, c'est d'utiliser des enfants de l'enfance qui sont enrichis artificiellement. Donc ça, c'est l'approche qui est utilisée dans nos pays riches. C'est-à-dire vous fabriquez une préparation pour faire une bouillie qui est prête à l'emploi, mais dans laquelle vous rajoutez les vitamines et les minéraux. Le problème, c'est que c'est relativement coûteux. Et parce qu'à partir du moment où l'industrie prépare une recette, eh bien, vous devez payer l'emballage, la publicité, le transport, etc. Donc ça revient généralement au double de prix de base. Et une autre solution donc, qui à l'heure actuelle suscite énormément d'intérêt, c'est l'enrichissement des aliments à domicile. Et pour ça, il y a deux approches. C'est les poudres de micronutriments et puis ce qu'on appelle en anglais les SQLNS, Small Quantity Lipid-Based Nutrient Supplement. Donc on peut traduire par supplément lipidique. Je ne sais pas comment traduire petite quantité parce que l'acronyme sonne mal en français, je trouve. Donc on va parler de supplément lipidique. Alors, la première approche qui a été suggérée, en fait, elle a été suggérée par un pédiatre canadien que certains d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle Stan Slotkin, qui est un de mes amis qui est à Toronto, et qui a dit pourquoi ne pas mettre tous les nutriments nécessaires, tous les nutriments qui manquent habituellement dans la ration des enfants, les mettre dans un petit sachet, et qu'on rajouterait un peu comme un assaisonnement, comme c'est montré là sur ce document de l'OMS. Voilà. Alors l'idée paraît simple, c'est pas si simple que ça, parce que certains de ces nutriments, certaines de ces vitamines ont un goût horrible, donc il faut les enrober d'une façon telle que l'enrobage disparaît une fois que c'est arrivé dans l'estomac, parce que sinon c'est pas absorbé. Donc sur le plan technique, c'est pas si évident. Et ceci dit, voilà le sachet c'est un sachet qui est utilisé par l'UNICEF. Voilà la formule standard du sachet. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un nombre assez important de nutriments qui est proposé. Et donc, c'est certainement quelque chose qui est très intéressant, surtout pour réduire l'anémie. Ça a été prouvé que c'est très efficace pour réduire l'anémie. Malheureusement, ça n'a pas d'effet notable sur la croissance. Ce qui est très intéressant, c'est que le prix est ridiculement bas. Enfin, le prix est très bas. Donc ça correspond à 0,65 $ US par mois, même si vous multipliez par 12. C'est un prix très abordable qui vous permet de supprimer les carences en fer. Vous noterez également que c'est enrichi en iode. Donc, ce qui est important aussi, parce que les carences en iode, on dit que c'est une des causes principales de retard de développement cognitif au niveau mondial. Une deuxième approche, donc c'est ces fameux suppléments lipidiques, et Anna tout à l'heure en a raconté la genèse, c'est que quand on a mis au point les aliments thérapeutiques après l'emploi, on a été frappé parce qu'ils sont très bien acceptés par les enfants, ils ont un goût très agréable. Et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que... c'était assez surprenant parce que le F100, qui est donc ces aliments thérapeutiques après l'emploi, c'est la copie du F100, qui lui-même a un goût désagréable parce que le F100 est fortement enrichi en minéraux qui ont un goût extrêmement désagréable, notamment le potassium, puis certaines des vitamines ont un goût horrible aussi. Une fois que tout ça s'est mélangé dans la pâte, le goût disparaît. Et on s'est aperçu qu'on pouvait augmenter les concentrations de façon extrêmement importante. Et on s'est aperçu également qu'on pouvait mettre beaucoup de nutriments qui manquaient dans la ration des enfants des pays pauvres dans une vingtaine de grammes de pâte. Et l'avantage par rapport aux poudres de micronutriments telles que proposées par Stan Slotkin, on n'est pas en compétition, c'est simplement, je pense, c'est des utilisations différentes. L'avantage de cette approche, c'est la quantité de nutriments qu'on peut mettre est plus importante. Et donc ces aliments amènent également un supplément en protéines. Chose très importante aussi, ils amènent un supplément en lipides. Donc j'ai eu la chance de participer à une des premières réunions parce que cette idée de mettre tous ces nutriments dans un sachet, donc j'en ai parlé à différentes personnes. Donc Kate Dewey, la fameuse nutritionniste de l'époque paléolithique, j'ai parlé de ces sachets et l'idée lui a paru intéressante. On en a parlé à un de mes collègues de l'université de Tampere, etc. Ils ont fait un gros projet ensemble pour évaluer l'idée. Et la première partie du projet, c'était de rassembler tout un groupe d'experts qui ont décidé quelle était la concentration des différents nutriments qu'on devait mettre. Et ces gens-là ont passé énormément de temps à discuter de la concentration, la nature des lipides à apporter.
Alors vous savez que c'est particulièrement important parce que le cerveau de l'enfant c'est une grosse masse de graisse, mais c'est des graisses très spécifiques. Et malheureusement, alors d'abord les enfants des pays pauvres ont des régimes qui sont pauvres en graisse, et les graisses qu'ils reçoivent sont généralement pas de la bonne famille. Vous savez qu'il existe différentes familles, 2 grandes familles d'acides gras essentiels, la famille des oméga 3 et des oméga 6. Et généralement, les enfants, dans les pays riches, ça a un peu tendance à être la même chose, ils ont un excès d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc, quand ces sachets ont été reformulés, on a fait très attention à rééquilibrer, à mettre suffisamment d'acide oméga 3, de manière à corriger le tir. Voilà. Alors, ce produit, donc, sur le papier, est un petit peu mieux. Le problème, c'est qu'il coûte plus cher. Voilà. Donc, le prix est estimé entre 23 et 46 $ US par an. Alors, il y a une étude qui a été faite sur l'utilisation, l'impact de ces SQLNS sur la santé. Donc, c'est une méta-analyse des différentes études qui ont été effectuées. Une des premières études a été effectuée au Ghana par une équipe qui était menée entre autres par Anna Lartet. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ça a entraîné en moyenne une baisse de la mortalité de 27%, une baisse de la malnutrition aiguë sévère de 31%, une réduction de l'anémie de 64%, donc vraiment spectaculaire. Également une baisse du retard de développement cognitif de 16 à 19%. Alors, ce dernier point me paraît particulièrement intéressant parce que mesurer le développement cognitif, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, si vous voyez qu'il y a une différence avec un outil qui mesure mal ce que vous cherchez à mesurer, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose d'important. Et d'autre part, dans le dernier rebondissement, donc, cet été, au mois d'août, il y a eu un congrès de nutrition à Paris et l'équipe du Ghana a présenté des résultats d'évaluation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont repassés plusieurs années après la fin de l'étude. C'était des enfants qui avaient reçu quelques mois, enfin je crois que c'était 18 mois ou quelque chose comme ça, je crois que c'était 18 mois, c'est SQLNS. Ils sont repassés plusieurs années après. Et ils ont passé ces enfants dans des appareils d'imagerie médicale. Et ils ont vu que la structure du cerveau avait été modifiée. Alors c'est toujours très difficile d'évaluer les conséquences fonctionnelles, mais vraisemblablement le fait de corriger le tir en termes d'équilibre en acide oméga 3, oméga 6, ça a dû avoir un impact. Alors, donc c'est des aliments qui paraissent intéressants. Ceci dit, il faut savoir que ça a des limites. Ça ne remplace pas une alimentation de type riche donnée dans un milieu hygiénique, etc. Ça ne corrige pas en totalité la malnutrition, ça n'élimine pas. Alors, à vrai dire, on ne sait pas pourquoi ça ne fait pas mieux. C'est déjà pas mal comme résultat. Il ne faut pas faire la fine bouche pour une fois qu'on a un résultat positif. Et pourquoi ça ne marche pas aussi bien qu'on le souhaiterait? Alors peut-être qu'il y a un problème pour la formule. Cette formule a été faite après consultation, je pense, des meilleurs experts du monde pour savoir quels nutriments mettre, à quelle concentration. Mais même les meilleurs experts peuvent se tromper. D'autre part, l'alimentation ne se résume pas à des apports d'énergie, de vitamines et de minéraux. Il y a d'autres composants qui ne sont pas tenus en compte et qui peuvent être importants. Donc on ne sait pas. Il y a également le fait que beaucoup de ces enfants souffrent souvent d'infections asymptomatiques qui peuvent avoir un effet sur la croissance. Donc je crois que c'est un chiffre que je tire de Lancet. Il y aurait 2,8 milliards d'individus qui consomment une eau de mauvaise qualité. L'eau de bonne qualité, c'est encore dans tout ce qui est fait en hygiène. Apporter une eau de qualité, c'est ce qui est le plus facile à faire. Ce qui est plus difficile, c'est l'assainissement, c'est la réfrigération, etc. Donc vraisemblablement, il y a beaucoup de ces enfants qui sont infectés, qui ont des infections chroniques à bas coût. Ça, on s'en rend compte quand on fait des examens biologiques. Il y a des marqueurs d'inflammation qui sont là, qui suggèrent que souvent ces enfants ont des problèmes. Donc souvent, les gens me demandent des idées de projets de recherche pour les 20 années qui viennent. Là, je pense que savoir ce qui se passe, pourquoi on n'en fait pas mieux, c'est quelque chose de très important. Et puis également, savoir ce qui se passe au niveau du retard de développement cognitif, savoir si on peut faire mieux, c'est pas impossible. Hein. C'est déjà beaucoup qu'on arrive à améliorer un peu, mais ce serait bien de savoir. Voilà.
Écoutez, là j'arrive au moment de la conclusion. Ce qu'on conclut, on a eu des grands progrès au cours de ces 30 dernières années pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Nombreux décès évités. Voilà, j'en tiens à mon estimation. Nombreux décès évités. Ces progrès sont compromis par les coupes budgétaires actuelles des programmes d'aide. Il serait nécessaire de trouver des formules alternatives de financement. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui réfléchissent aux taxes sur les junk food, comme on dit en anglais. Pensez-y. Alors, l'avenir est quand même assez préoccupant, hein, parce que le réchauffement climatique a l'air d'être en marche, on n'est pas prêt de s'arrêter. Quand j'entends certains responsables internationaux qui disent « ferons », je pense que c'est complètement irresponsable. Alors la prévention, ça reste un défi considérable. Nous avons besoin de programmes sociaux. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Malek qui disait que vous aviez besoin de programmes sociaux au Canada. Nous en avons besoin en France. Et les gens dans nos pays pauvres en ont besoin également. Alors ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'il y a des solutions techniques qui existent, qui peuvent un peu diminuer la gravité du problème, mais ça ne résoudra pas tout. Voilà, je vous remercie de votre attention. Beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais venir vous porter le micro sans plus tarder. Première question. Non, J'aurais deux petites questions. Je passe une partie de l'année dans un pays pauvre où on cultive de l'arachide. Puis il y a des familles qui font avec un moulin, un genre de beurre d'arachide avec leur moulin. Il n'y a pas